De retour sur le plateau de Backseat, Usul il est en retard. De retour, ça va Usul ? Oui, bien sûr. Oui, non, mais on était prêts. Je faisais mon chignon. De retour sur le plateau de Backseat, chers amis. Comme chaque semaine, nous avons l'immense plaisir de recevoir sur ce plateau une personnalité politique de premier plan qui vient répondre à nos questions. Cette semaine, nous accueillons sur le plateau de Backseat la présidente du groupe La France Insoumise à l'Assemblée nationale, Mathilde Panot. Bonsoir Mathilde Panot. Bonsoir. Comment allez-vous ? Pas bien. Bienvenue sur le plateau de Backseat. 2 ans et demi de campagne. Jean-Luc Mélenchon. Il commence bien. Je suis fatigué, Mathilde Panot. Justement, c'était ma question. Comment ça va ? Vous n'êtes pas trop crevé ? Si on est... non, on tient la forme. Oui. Non, mais il ne faut pas se mentir, c'est intense en ce moment. C'est intense. On a les gros meetings de Jean-Luc Mélenchon que tout le monde voit. On en a fait un pour la paix à Lyon avec 15 000 personnes. Et on a en ce moment environ 29 à 30 réunions publiques ou meetings qui se tiennent sans Jean-Luc Mélenchon chaque semaine, ce que je crois aucun autre mouvement politique que nous ne peut faire. Je crois pas, non. Ce qui donne un rythme assez intense. Moi, j'en ai 4 cette semaine. J'en avais encore 4 la semaine dernière. Donc, on n'est pas fatigué parce qu'on est prêt, parce qu'il va falloir faire encore le second tour. Parce que moi, j'y crois qu'on arrive à ce second tour. Mais c'est un rythme intense et... Voilà, nous, on respecte l'intelligence des Français et nous faisons vraiment campagne. Mais on en parlait hors antenne en préparant cette émission. Comment vous la trouvez, cette ambiance de la campagne, la réception des Insoumis ? On comparait avec 2017. On se disait qu'en 2017, il y avait une ambiance et un entrain qui a moins cette année-là. Nous, c'est comme ça qu'on le voit de l'extérieur. Vous le voyez comme ça, vous aussi, ou il y a toujours autant d'applaudissements, de ferveur ? Alors, on peut prendre les sondages avec toute la précaution qu'il faut. Il n'empêche qu'il y a quelque chose qui est intéressant dedans. C'est que l'intérêt pour les présidentielles est remonté à peu près au même niveau que ce qu'on avait en 2017. C'est vrai. Alors, on a quand même une campagne qui est très spécifique, faut quand même le dire. On a à la fois l'épisode Covid, qui n'est toujours pas terminé, mais qui dure maintenant depuis 2 ans, qui a quand même obscurci l'horizon de plein de gens dans ce pays. Maintenant, on a un contexte de guerre qui permet en plus à Emmanuel Macron de se mettre en position de non-candidat, de président-chef de guerre, qui donne une tonalité à cette élection présidentielle qui est très particulière. Il ne faut pas se mentir sur cette question. Et nous, alors on n'avait pas l'épisode de la guerre à ce moment-là, mais l'épisode Covid, on l'avait anticipé, notamment... puisque c'est pour ça qu'on avait commencé très en amont la campagne, puisque Jean-Luc Mélenchon a proposé sa candidature en... Décembre 2020. En novembre. C'était en novembre. En novembre. Donc ça fait 1 an et demi qu'on est en campagne, justement parce que dans des moments comme ça, si vous voulez que les arguments ils arrivent au grand nombre, vous avez besoin de temps pour pouvoir justement les diffuser. Et c'est ce qu'on fait avec une campagne de terrain très intense. Et puis voilà, avec... Ça fait un décalage énorme avec Emmanuel Macron qui lui est très tardif, trop tardif d'ailleurs, on l'a dit à plusieurs reprises sur ce plateau. Jean-Luc Mélenchon, est-ce que c'était pas trop tôt ? 2 ans et demi de campagne, ça s'use un candidat. Non, vous trouvez que Jean-Luc Mélenchon n'est pas en forme ? Moi, je trouve que Jean-Luc Mélenchon est très en forme. Non, mais justement, non, parce que je crois qu'on a besoin... Qu'est-ce que c'est une campagne présidentielle, après tout ? Une campagne présidentielle, normalement, c'est un moment où le peuple français tranche sur la politique qui va être menée dans les 5 prochaines années. Nous, on ne cesse de dire que la politique... ce n'est pas une affaire qui est réservée à certains, que ce ne sont pas les magouilles de certains des politiques qui sont là depuis des années, mais que la politique, c'est notre vie commune, et donc que ça doit intéresser toutes et tous. Et généralement, on dit, si d'ailleurs vous ne vous occupez pas de la politique s'occupera de vous. Bon, donc, comment est-ce que les gens peuvent trancher ? Ils peuvent trancher s'il y a différents programmes politiques qui leur sont proposés, différentes visions de ce que peut être la France et de ce que peut décider le peuple. Et c'est à partir de là que les gens se déterminent et choisissent. Et ce qui est gênant par rapport à ce que fait Emmanuel Macron actuellement, c'est que Emmanuel Macron, en fait, non seulement présente aujourd'hui un programme présidentiel à 24 jours de l'élection présidentielle, et en plus un programme qui n'est pas très complet parce que vous avez entendu, alors il ne veut pas parler logement, il ne veut pas parler écologie, ou alors très peu, il ne veut pas, etc. Bon, et il ne veut pas, surtout, et c'est quand même ça le gros problème, il ne veut pas débattre. Or, le débat, c'est ce qui permet justement de confronter des idées et de se faire un avis. Donc, la difficulté, elle est là. C'est pas seulement qu'il se présente au dernier moment, c'est qu'il y a un mépris aussi de la vie démocratique de notre pays qui est extrêmement embêtante. Dans votre explication des particularismes de cette campagne, vous avez noté le Covid, vous avez noté la guerre en Ukraine, vous avez noté le président de la République. Il manque un élément dans tout ça aussi, la gauche. La gauche, elle n'est pas pareille en 2017 qu'en 2022. Il y a une sale ambiance à gauche quand même. Bah oui, mais ouais, ça... pas ouf en 2017. Non, mais écoutez, nous,
je vais le dire comme ça. Je pense qu'il y aura une responsabilité historique de certains et de certaines si Jean-Luc Mélenchon n'est pas au second tour, d'avoir préféré nous pilonner à chaque fois qu'il le pouvait, plutôt que de s'occuper de ceux qui devraient être nos ennemis communs, c'est-à-dire Macron et l'extrême droite, parce que là, il y a 3 grands choix qui s'offrent au pays. Soit c'est l'extrême marché d'Emmanuel Macron avec le chaos que ça implique, la souffrance que ça implique. Et moi, j'ai écouté Emmanuel Macron aujourd'hui et c'est un discours quand même extrêmement violent pour l'avenir qui s'annonce si, de nouveau, Emmanuel Macron est reconduit. Ensuite, il y a le choix de l'extrême droite, qui est en fait le même programme économique, toujours un extrême marché extrêmement violent, avec, vous rajoutez, un racisme complètement décomplexé avec. Et puis, vous avez un 3e choix, celui que nous incarnons, autour du programme de l'avenir en commun, qu'on a chiffré, avec une 40aine de livrets programmatiques, donc qui est un programme crédible, avec des plans que nous avons proposés aux Français, et qui est le choix de l'humanisme, qui est le choix des services publics, qui est le choix du partage des richesses, de la 6e République ou de la bifurcation écologique. Vous n'êtes pas les seuls à gauche. Vous n'êtes pas les seuls à gauche. Est-ce que la gauche se résume à Jean-Luc Mélenchon ? Il y a d'autres tendances, il y a d'autres camps. Bien sûr, mais c'est pour ça qu'il y a différentes candidatures d'ailleurs. D'accord. Je ne le reproche pas d'avoir différentes candidatures. Chacun peut se présenter. Vous ne regrettez pas la non-union ? En fait, la question de l'unité à gauche, qui est une question depuis longtemps, déjà vient d'un mythe. Enfin, on peut vous regardez dans l'histoire des élections présidentielles, ce n'est pas vrai, y compris lorsqu'il y a eu des victoires de gauche, que la gauche était unie. C'est faux. Première des choses. Au premier tour, il y avait toujours plusieurs candidats. Deuxième chose, l'union ne veut rien dire si elle ne se retrouve pas autour d'un programme. Nous avons proposé un programme. Et pour le coup, nous, comme nous avons constaté, puisqu'il y a plus de 2 ans, Jean-Luc Mélenchon avait fait une proposition de fédération populaire et que cette proposition n'avait rien donné, nous avons constaté que l'union entre les appareils politiques n'était pas possible. Nous avons décidé de faire l'union avec des gens qui se retrouvaient sur un programme. Et c'est une partie des gens, en tout cas, une partie des visages qu'on retrouve dans le Parlement de l'Union populaire. Parlement de l'Union populaire, qui est présidé par Aurélie Trouvé, qui a été 14 ans porte-parole d'Attaque, dans lequel vous retrouvez des universitaires, dans lequel vous retrouvez des écrivaines comme Annie Ernaux, vous retrouvez des artistes, vous retrouvez des associatifs, vous retrouvez des syndicalistes. Et je pense que ça aussi, ça fait l'union. Et pour le coup, ça, on ne l'avait pas en 2017. Il y a 2 choses qui changent par rapport à 2017. C'est qu'on racontait à tout bout de champ que Jean-Luc Mélenchon était seul, ce qui était évidemment faux à l'époque, mais que maintenant on a prouvé avec différentes personnalités comme ça qui ont émergé, notamment parce que Jean-Luc Mélenchon fait ce travail de passation. Et c'est ce qui est permis notamment avec ce que je disais, les 29 réunions publiques par semaine, ou les 30, ou les 28, bon, ça dépend des semaines. Et la deuxième chose quand même qui est particulière à cette élection par rapport à celle qu'on avait menée la dernière fois, c'est justement le fait d'avoir des associatifs, des syndicalistes qui... La dernière fois, certains avaient appelé pour nous, mais là, elle montre un élan quand même extrêmement fort et une ouverture de ce qu'on a créé autour du pôle populaire. Léa. Merci. Je précise juste qu'on se connaît un peu parce que tu es intervenu sur Popol. Tu es venu sur ma chaîne Twitch aussi. C'était une des seules fois où j'ai allumé cette chaîne Twitch. Et Popol, c'est le nom de ton podcast. Oui. Je me permets donc de tutoyer parce qu'on s'est dit que c'était un peu chelou de se vous voyez. Donc Mathilde, merci d'être là. Ça fait plaisir de te voir. Moi, j'ai une question à te poser et ça me semble peut-être assez intéressant de voir un peu comment vous l'analysez au sein du groupe, mais aussi au sein du parti. En 5 ans, vous avez fait partie de l'environnement, du paysage institutionnel. Vous aviez un groupe très actif où vous mettiez presque en scène au sein de l'Assemblée nationale régulièrement avec des prises de parole très fortes, bien cadrées, etc., bien travaillées. Est-ce que tu penses que ça, c'est quelque chose qui a permis de montrer que finalement la France insoumise serait en capacité de gouverner, ce qu'on n'avait peut-être pas pu anticiper en 2017 et que ça pourrait jouer en votre faveur ? En tout cas, je pense que ça a aidé pour plusieurs choses. Ça a aidé pour une chose dont moi je suis très fière. Donc moi, je suis la présidente du groupe parlementaire. Et franchement, quand on est arrivé, on nous a quand même regardé avec beaucoup de mépris, quoi. Parce que quand on est arrivé à 17, seul Jean-Luc Mélenchon avait été parlementaire avant, et nous étions tous des néo-parlementaires. Clémentine Autain aussi, non ? Non, jamais parlementaire. Ah non, c'est vrai, jamais parlementaire. Elle était en politique. Et en fait, quand on est arrivé, donc il y avait notamment, je vais en citer quelques-uns, mais c'est juste pour vous montrer Caroline Fiat, première aide-soignante de toute l'histoire de l'Assemblée nationale qui a été élue, que les macronistes aimaient à appeler la députée Bac-2. Vous aviez, non, il y a Bérangère Poletti, attention, comment qui est aide-soignante aussi. Bérangère Poletti, ah non, sage-femme, pardonne-moi. Ouais. Mais il y avait déjà première aide-soignante de toute l'histoire, c'est Caroline. Il y avait, mais c'est juste pour dire, que pour une fois, il y avait une diversité. Le renouvellement, c'était aussi vous, c'est pas que la République en marche. Dans l'Assemblée. Adrien Quatennens, qui travaille dans un call center, qu'ils appelaient le député call center. Jean-Yves Grattenon, qui est député de La Réunion, qui était au RSA Activité, et auquel le Premier ministre a dit un jour, vous vivez de la misère, ce qui était extrêmement élégant.
Moi, la première fois où j'ai fait un discours en tribune, on m'a demandé si c'était Jean-Luc Mélenchon qui avait écrit mon discours, parce que probablement j'avais 28 ans seulement, donc probablement je n'avais pas assez de cerveau pour écrire moi-même un discours. Mais la conclusion 5 ans après, c'est que le mépris, quand même, ils l'ont bien ravalé. Ça, c'est la première des choses. Et moi, je suis assez fière d'avoir... Alors, je ne dis pas qu'à nous tout seuls, on a fait ça, mais n'empêche d'avoir contribué à renouer le lien entre le peuple et la politique. Avec sa nouvelle génération de députés, vous leur en avez mis plein la tronche aussi. Les députés Playmobil, c'était vous qui leur reprochiez ça. Bien sûr, mais la question, c'est pas juste de dire... moi, je ne crois pas aux choses de dire c'est parce que des députés n'auraient jamais été députés qu'ils sont bons ou qu'ils sont mauvais. C'est pas ça la question. C'est une question déjà de cohérence politique de 1. De 2, moi, ce que je reproche aux députés de La République En Marche, c'est d'avoir accepté de se faire écraser comme jamais, c'est-à-dire avec un Parlement qui n'a jamais été aussi paillasson du président de la République que sous cette mandature, et qui finalement ne faisait qu'acter ce que le Premier ministre ou le président de la République disait la veille à la télévision. Et ça, c'était insupportable. Mais pour répondre à la question, moi, je crois que ce qui a beaucoup aidé, en tout cas pour la construction de notre programme, et je crois que ça se voit dans l'évolution du programme, notamment sur... la bifurcation écologique et solidaire, où pour le coup, on a été beaucoup plus dans les détails, on a beaucoup avancé, c'est que les 5 ans de travail parlementaire, ils nous ont non seulement nous aidés, parce qu'on a inventé aussi comment être des députés, ils ont aidé, on a formé plein de gens, nos collaborateurs, les collaboratrices et les collaborateurs de groupe, mais en plus de ça, ils nous ont permis d'affiner notre projet politique. Et ça, je crois que ça se voit dans ce qu'on a construit dans le programme, et ça se voit aussi dans le lien avec, nous on a toujours dit, un pied dedans, un pied dehors, c'est-à-dire à la fois faire rentrer les luttes à l'intérieur de l'Assemblée nationale et faire sortir ce qui se passe à l'Assemblée nationale de l'Assemblée nationale. Et pour le coup, on a, pendant 5 ans, fait des liens très intenses avec des associations, des syndicats et plein d'universitaires et d'autres. Et je crois que ce travail-là nous permet d'avoir un programme qui... Bon, je dis pas qu'il était, mais parfois passer un peu d'incantation à des choses un peu plus précises parce que justement, ça nous a permis de les travailler. Oui, aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon est le choix par défaut de quelqu'un de gauche qui voudrait voter pour une candidature qui aura une chance de se retrouver au second tour. Donc il y a des gens qui vont voter sans conviction pour Jean-Luc Mélenchon. Voilà, il est premier à gauche, très bien. Comment vous analysez la faiblesse globale de la gauche en n'omettant pas les responsabilités que pourraient être elles aussi celles y compris de Jean-Luc Mélenchon qui, au sortir de 2017, aurait pu recomposer autrement les choses. Vous avez dit, il y a eu des pas en avant de fait, il y a eu des mains tendues, mais les mains tendues étaient souvent sur la base de ce qu'avait déjà fait Jean-Luc Mélenchon, comme par exemple vous parliez de programme commun. Oui, très bien, le programme commun, il avait été co-construit à l'époque avec le PS et le PCF. Là, il s'agissait de venir sur vos bases à vous, de venir sur l'avenir en commun qui était déjà fait, d'aller derrière Jean-Luc Mélenchon. Et en effet, la France Insoumise, conçu comme une machine pour faire gagner Jean-Luc Mélenchon à la prochaine présidentielle, a peut-être manqué de se transformer en autre chose, peut-être d'ouvrir davantage. Or, cette machine pour faire gagner Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle, finalement, on peut dire que oui, elle fonctionne. Elle fonctionne, mais dans quel état est la gauche aujourd'hui ? Moi, je vais retourner la question. Dans quel état serait la gauche sans Jean-Luc Mélenchon ? Je me disais, c'est ce que dit parfois Jean-Luc Mélenchon. Il dit, je voulais pas que la gauche meure. Moi, au moins, j'ai fait ça. En fait, il y a eu une différence de stratégie. Alors, ça, au départ, ça vient de 2017. En 2017, il y a un braquet, un changement de stratégie où cette fois-ci, on n'est plus autour de l'union de la gauche, notamment parce qu'il y a eu le quinquennat Hollande entre les deux et que le quinquennat Hollande a laissé des traces extrêmement fortes chez plein de gens. Bon, mon ennemi, c'est la finance. Bon, je vous refais pas tout ça, mais c'est vrai, c'est vrai. Et donc, on change de stratégie en disant, maintenant, on essaye de fédérer autour d'un programme. Et en 2017, honnêtement, c'était très impressionnant. C'était un pari risqué, mais c'était très impressionnant parce que moi, par exemple, ici, on est à Ivry. Donc, moi, je militais à Ivry-sur-Seine. C'est l'adresse des studios de tournage de Vaxit, exactement. pour ceux qui nous écoutent. Et à Ivry-sur-Seine, moi, j'ai des gens qui sont venus dans notre groupe d'action et qui étaient avant, qui disent, toute ma vie, j'ai cru que j'étais de droite parce que mes parents étaient de droite, donc je votais à droite. Et puis un jour, du coup, avec la stratégie de si vous êtes d'accord avec le programme, venez, qui disent moi j'ai écouté Jean-Luc Mélenchon et en fait j'étais d'accord avec ce que disait Jean-Luc Mélenchon, avec en plus des abstentionnistes qui sont arrivés, donc qui ont redonné le goût de la politique à des gens. Donc en fait, il y a deux stratégies différentes. Soit la stratégie, c'est d'unir la gauche avec ce qu'il y a aussi des restes du PS derrière, ou est-ce que la stratégie, c'est la fédération du peuple ? Nous, on a fait un choix
en 2017. Et je crois que si on n'avait pas fait ce choix-là, la gauche aurait été dans un état bien plus lamentable que ce qu'elle n'est aujourd'hui. Et Jean-Luc Mélenchon parle souvent de la situation en Italie, mais en Italie, les copains, franchement, ils font, on les aime beaucoup, mais ils font 1,5%. C'est dramatique. Donc Jean-Luc Mélenchon, on peut lui reconnaître tous les défauts du monde, mais n'empêche que moi, je suis intimement persuadée que Jean-Luc Mélenchon, c'est celui qui a non seulement fait en sorte que une idée de gauche persiste une alternative de gauche persiste dans le pays. Et puis la deuxième chose, c'est que c'est grâce à Jean-Luc Mélenchon qu'on a un groupe au Parlement, à l'Assemblée nationale, avec des gens qui émergent, comme moi, mais comme beaucoup d'autres. Et sans Jean-Luc Mélenchon, ce groupe n'aurait pas existé. Et franchement, moi, je mets au défi de trouver un seul homme politique qui a réussi à faire émerger autant de monde en seulement un quinquennat. Il y a une génération Mélenchon, comme le disait Adrien Quatennens parle de la génération Mélenchon, mais honnêtement, moi je ne serais pas députée sans Jean-Luc Mélenchon. Donc, en fait, évidemment et en même temps, à gauche, il y a aussi une culture où on se méfie du chef, où on n'aime pas trop le chef. Ça, mais c'est pour ça. À la France Insoumise, on aime bien le chef. Donc, peut-être ça aussi, ça a pu... Franchement, essayez bien de convaincre. Imaginez autour de la table, dans nos réunions de groupe, il y a François Ruffin, il y a Clémentine Autain, il y a Caroline Fiat, Adrien Quatennens, Hugo Bernalicis, et beaucoup d'autres. Imaginez que vous voulez dire à tous ces gens-là, vous votez comme Jean-Luc Mélenchon vote. Ça n'arrivera jamais. Ça n'arrivera jamais. Bon, au final, vous votez tous pareil, quand même. Oui, mais pourquoi on vote tous pareil mais ça, c'est par une question de cohérence politique. C'est parce mais ça, je le reproche pas. Les autres groupes le font aussi. Bah oui. C'est une cohérence politique pour la République en marche. C'est un peu l'objectif d'un groupe, presque. Bah oui, mais pour le coup, c'est aussi intéressant d'avoir un groupe qui est cohérent politiquement dans l'Assemblée. Ça a du sens. Et honnêtement, non, c'est pas le cas de tout le monde. Franchement, moi, je me rappelle de l'abandon de Notre-Dame-des-Landes. Comme Mélenchon, on se met d'accord. Certes, on vote tous pareil, mais on se met d'accord ensemble pour comment on vote tous pareil. Exactement. S'il y en a qui ont des doutes sur des choses, des désaccords sur des choses, on en discute ensemble parce qu'on est un groupe ensemble. Et nous, on a décidé de faire un groupe qui n'est pas une collection d'individualités, mais qui a une stratégie de groupe. Et pour nous, ça, c'est important. Mais peut-être juste pour terminer, moi, je crois que la grosse différence entre les deux, et d'ailleurs, certains nous l'ont dit directement, c'est qu'il y a certains des candidats de gauche qui ont déjà acté qu'on avait perdu en 2022 et donc qui préparent 2027. Et moi, en fait, ça ne m'intéresse pas de préparer 2027. Ça m'intéresse pas parce que moi, les gens que je vois tous les jours pour les aider sur des questions de logement, sur des questions de papier, c'est des gens qui sont en train de souffrir profondément. Et que moi, je ne me sens pas d'aller voir les gens et de leur dire, les gars, on va entendre encore 50 plus, vous taperez du Macron ou je ne sais quoi, quelque chose qui y ressemble. Moi, je ne me sens pas de faire ça. Et donc, nous, on a construit une stratégie pour faire en sorte que 2022, ça ne soit pas perdu. Et je crois que là, on a une chance historique de rompre avec une société de malheur et de reconstruire un horizon heureux où on dit on n'est pas condamné à souffrir tout le temps. Sacha. Il y a plusieurs personnalités politiques qui ont appelé à voter pour Jean-Luc Mélenchon en disant que c'était un vote utile, notamment Ségolène Royal. Jean-Luc Mélenchon a réfuté ce terme en parlant plutôt de vote efficace. Est-ce que concrètement, vous pouvez nous expliquer c'est quoi la différence ? En fait, c'est parce que nous, le vote utile, on nous l'a fait beaucoup de fois, notamment en 2012. On nous expliquait que le vote utile, c'était Hollande, etc. Et en fait, la différence fondamentale, c'est de dire qu'il n'y a aucun vote qui est inutile. C'est pas vrai. On ne va pas expliquer aux gens voter utile en faisant ça. Voter efficace, c'est pas un jugement de valeur sur le vote. On va dire, c'est pas un jugement de valeur sur le choix qui est fait. Mais c'est toujours pas un vote de conviction, par contre. Ça dépend pour qui. Ceux qui sont dans le Parlement de l'Union populaire, c'est des gens qui font des votes de conviction. Après, vous dire qu'il y aura un effet d'entraînement, comme il y a eu en 2017, il ne faut pas se mentir. Les 20% de Jean-Luc Mélenchon, c'est à la fois un élan de conviction sur le programme L'Avenir en commun, et puis aussi des gens qui se disent « Ok, je vais donner de la force à ce candidat-là parce que je pense que ce candidat-là peut y arriver. » Et la preuve, la dernière fois, on a raté le second tour à 600 000 voix près. Léa. On voit ces jours-ci une augmentation de Jean-Luc Mélenchon dans les sondages et une certaine stabilisation et puis une dynamique qui semble vraiment s'affirmer. Est-ce que tu penses que face à cette dynamique, il y aurait potentiellement des candidats ou des candidates qui, justement, face à cette urgence de vouloir faire gagner la gauche et qui peut-être entendent votre message, seraient capables de se retirer ? Est-ce que tu y crois ? Est-ce que vous y croyez globalement à la France Insoumise ? Honnêtement, je ne suis pas sûre. Je suis pas sûre et je sais même pas si on leur demande directement de se retirer parce que ils ont aussi des légitimités à être candidats. Moi, je ne leur retire pas leur légitimité à être candidats. Tout à fait.
Après, moi, je pense que ça ne se jouera pas sur les candidats eux-mêmes, mais que ça se jouera sur les gens qui votent pour ces gens-là. Et que chacun, ensuite, peut voter en conscience pour décider quel vote il veut faire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que il y a une possibilité historique. Et moi, je pense qu'un des arguments qui est quand même très fort, c'est de dire, déjà, si Jean-Luc Mélenchon est au second tour, si on prend étape par étape, ça change l'histoire du pays. Rien que ça. Parce que c'est pas du tout la même chose, et tout le monde le comprend, d'avoir des débats Macron-Le Pen et d'avoir des débats Macron-Mélenchon. Alors justement, ça, j'entends beaucoup cet argument. Faites-nous au moins un Mélenchon au second tour, parce que ça, même si Macron est réélu face à ce Mélenchon au second tour, ce sera pas le même Macron. J'ai pas dit même si Macron était réélu. Bon, moi je le dis, en tout cas c'est ce qui se dit. Et c'est un argument qui revient beaucoup, vous venez de le dire. Or, on peut se dire, en même temps, à quoi bon dans ce pays dans lequel Bolloré détient les chaînes d'infos et les chaînes qu'on lui connaît, l'extrême droite a ce poids-là dans l'opinion publique. J'ai vu encore une enquête d'opinion il n'y a pas longtemps où il y a une majorité, plus de 50% de la population qui est d'accord pour qu'on interdise le voile dans l'espace public. Donc vraiment une France qui s'est radicalisée, notamment dans l'islamophobie. Donc il y a un terrain d'extrême droite qui est largement là. Est-ce que la seule candidature, la seule présence de Jean-Luc Mélenchon au second tour peut renverser la vapeur quand on voit à quel point la bourgeoisie s'est radicalisée dans ses fantasmes réactionnaires et xénophobes et islamophobes? Bah oui, parce que sinon ça sert plus à rien de lutter. Déjà ça c'est la première des choses qu'il faut. Mais alors convainquez-moi. Qu'il faut poser. Déjà, sinon ça ne sert plus à rien de lutter. Et puis la deuxième chose, c'est que c'est quand même un signal extrêmement fort. À partir du moment où déjà vous éliminez l'extrême droite du premier tour, je veux dire le signal par rapport à 2017, parce que vous parliez d'une j'imagine que c'est un sondage avec le voile dans l'espace public. Ouais. Bon, il y en a plein d'autres des sondages. Moi, je peux vous citer aussi le sondage où 80% des gens n'ont pas envie de rejouer le match Le Pen contre Macron. Bon, moi, je pense qu'en fait, dans cette élection, tout va jouer sur qui va aller voter. Si on continue avec des démocraties où, comme ça s'est passé dans différentes élections, alors au présidentiel c'est moins marqué, et je l'espère que ça sera encore moins marqué que la dernière fois, mais si on continue avec tous ceux qui, effectivement, une bourgeoisie radicalisée dont vous parliez, mais y compris tous ceux qui sont contents de leur situation, qui eux vont systématiquement voter, alors c'est clair qu'on sera dans les choux, et alors c'est clair que Mélenchon perdra contre Macron, y compris au second tour. Par contre, si on commence à avoir un mouvement de résignation qui se brise chez les gens, où finalement, c'est ça qu'on propose avec notre programme politique à nous, c'est-à-dire que le peuple soit acteur de son histoire et ne soit pas là pour subir constamment les événements qui lui arrivent. Eh bien, à ce moment-là, on est plus nombreux qu'eux. C'est ça aussi le problème. Quand je disais aux gens, on est arrivé dans un pays où il y a 5 milliardaires qui détiennent autant que 27 millions de personnes. S'il y a 27 millions de personnes, alors ils peuvent pas tous voter, etc. On peut dire tout ce qu'on veut. Mais n'empêche que s'il y a 27 millions de personnes qui viennent prendre un bulletin de vote et qui disent maintenant, ça suffit les conneries, on fait le partage des richesses, les 5 voix des milliardaires à côté, elles pèsent pas bien lourd en fait. Ils possèdent des chaînes de télé. Oui, mais bien sûr. Mais si la question, c'est est-ce qu'ils ont des armes extrêmement puissantes contre nous, évidemment. Moi, juste pour donner un message d'espoir, franchement, regardez ce qui se passe au Chili. Le Chili, c'est quand même le pays où on a fait le néolibéralisme le plus brutal. C'est un pays laboratoire. On a privatisé l'eau, on a privatisé les systèmes de santé, privatisé l'éducation. Ça va vous rappeler des choses, le système de retraite à points, avec toute la pauvreté que ça implique derrière, tout... au Chili, en ce moment, il y a une constituante, c'est-à-dire le fait que le peuple réécrive la Constitution, ce que nous, on propose pour sortir de l'impasse démocratique dans laquelle on est avec la Ve République. Au Chili, c'était inespéré, ça. Vous vous rendez compte que la présidente de la Constituante, c'est une femme mapuche. Vous vous rendez compte qu'au Chili, actuellement, quand un homme est accusé d'agression sexuelle, il est immédiatement mis au banc de la société politique. Il est écarté immédiatement. Il y a des gens dans le chat qui font remarquer qu'au Chili, il y a eu l'union. Il y a eu une union. Alors, encore une fois, il y a plusieurs candidatures, il y a eu une union. C'est peut-être aussi plus le renouvellement générationnel. C'est aussi ça, Il y a quelque chose de générationnel aussi là-dedans. Non, mais en fait, non. Alors, c'est pas tout à fait ça, parce que je vais juste dire deux choses. Oui. La première des choses, c'est quand je disais que ces candidatures, elles étaient légitimes, c'est qu'il y a quand même des différences de fond et des différences de stratégie sur des choses. Ouais. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, nous aussi, on fait une forme d'union, en fait. Nous aussi, on fait une forme d'union. Ça, c'est la deuxième chose. Et la troisième chose, la constituante, ils l'ont pas eu avec l'union. C'est pas vrai.
La constituante, ils l'ont eu avec des mouvements sociaux extrêmement forts dans les rues. C'est comme ça qu'ils ont eu la constituante. Et d'ailleurs, la présidentielle est arrivée pendant que la constituante était déjà commencée. Bon, ce qui est un peu bizarre d'ailleurs, mais c'est pas grave. Je comprends. Mais ils l'ont eu par des rapports de force de nombre, en fait. D'ailleurs, il n'y a pas une marche dimanche ? Exactement. Excellente intervention auquel on vous invite tous. Celle de la 6ème République du 20 mars, auquel j'espère qu'on sera des dizaines de milliers. Je reviens encore une fois, Mathilde Panot, on est à moins d'un mois du premier tour. Je comprends que vous ne fassiez pas la campagne de 2027, que pour vous il y a une urgence et vous appelez les gens à voter, je le comprends. Moi je m'intéresse quand même à la reconstruction de la gauche dans les années qui vont venir. Je me demande si la stratégie qui a été celle de la France Insoumise a vocation à continuer à fonctionner comme ça. C'était la figure de Jean-Luc Mélenchon qui a énormément drivé la France Insoumise, qui a réussi à la faire émerger, à la faire gagner. Jean-Luc Mélenchon est une figure majeure de l'histoire de la gauche de cette première moitié du XXIe siècle, c'est certain. Mais c'est sa dernière campagne. Comment ça va se reconstruire après ? Comment est-ce que ça va être travaillé ? Il n'y aura plus Jean-Luc. Il va falloir travailler différemment. Est-ce que vous voulez travailler différemment ? Ou est-ce que vous allez continuer à être un parti qui tend pas la main aux autres, alors qu'en plus vous l'avez fait, vous avez tenté de le faire. Mais est-ce que vous pensez qu'il va y avoir une reconstruction à gauche dans les années qui viennent ? On l'a encore fait là maintenant en envoyant à la fois une lettre au Parti communiste et au pôle écolo pour leur proposer, aux législatives, c'est sorti dans le journal Le Monde. Voilà, notamment pour leur proposer de faire une majorité, puisque la question c'est si on arrive au second tour, ce que j'espère, c'est de dire on fait front pour faire en sorte de tourner la page du macronisme. Donc, vous avez des réponses ? On continuera à le faire. Pour l'instant, non, mais elle a été envoyée il y a 2 jours, donc je vais jeter la pierre sur personne parce qu'ils ont le droit d'avoir plus que 2 jours pour répondre à une lettre quand même. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que je pense que ce qui prévisage la suite, c'est ce qu'on fait avec le Parlement de l'Union populaire. Et en parlant avec les uns et les autres, bon, déjà, Aurélie Trouvé elle-même, je vais pas donner des secrets comme ça, mais Aurélie Trouvé elle-même me disait, en fait, moi, j'imaginais pas que Jean-Luc Mélenchon était comme ça. Et il y a des caricatures qui sont faites sur Jean-Luc Mélenchon, où en fait, elle dit, mais nous, on a une liberté d'action qui est quasi totale, en fait, au Parlement de l'Union populaire. Et des syndicalistes me le redisaient encore dans la marche qu'on faisait avec les inspecteurs du travail. C'est des gens déjà acquis, en même temps, ils vont pas rentrer en opposition à Jean-Luc Mélenchon. Non, mais quand on parle entre nous, vous savez, on n'est pas des gens complètement sectaires. Surtout à gauche, ça s'engueule. Voilà, non, c'est vrai. Donc, quand on parle entre nous, on se parle assez franchement sur les choses-là. Donc, à mon avis, ce qui fait la suite, c'est que, est-ce qu'on peut remplacer Jean-Luc Mélenchon à lui tout seul ? Je ne crois pas. Moi, je pense que c'est par un collectif. Et pour le coup, en termes de collectif, on a des gens sacrément forts avec nous, quoi. Mais je note une première main tendue au pôle écolo et aux communistes via les lettres que vous avez envoyées. Et c'est un début de construction. Peut-être que les législatives, et on va le suivre dans cette émission, rassurez-vous, il va peut-être se passer des choses à gauche. On va suivre ça de très près. Léa. J'en profite que tu parles justement du fait que Jean-Luc Mélenchon à terme va s'effacer, vraisemblablement peut-être du mouvement, etc. Quand on avait fait cette interview, Jean-Luc Mélenchon fera toujours de la politique jusqu'à sa mort. Mais je me rappelle d'une conversation qu'on avait eue ensemble lorsque je t'avais reçu sur ma chaîne Twitch pour notre apéro politique. Tu m'avais dit que si demain Jean-Luc Mélenchon était élu, 6ème République, bam, constituante, bye bye Jean-Luc Mélenchon, peut-être que finalement il va être élu pour partir. Mais moi, c'est un argument. Le scénario est encore vous aimez pas Jean-Luc envisageable. Mélenchon, votez pour lui, c'est la meilleure manière que de nous en débarrasser. Regardez. Je laisse celui-là. Comment ça se passe la Constituante ? Voilà, Je vous explique. Exactement, merci. En gros, c'est on fait un référendum, article 11 de la Constitution, on fait un référendum. Donc les gens convoqué par le président, donc. Voilà, exactement. Les gens disent oui, on veut une constituante. Nous, on imagine qu'en septembre 2022, on est donc une élection pour la constituante. Nous, on va par exemple se battre pour que il y ait le droit à l'avortement dans la Constitution, pour qu'on arrête de le remettre en cause constamment, le droit de choisir son genre librement, le droit à l'eau, le droit de révoquer les élus, le référendum d'initiative citoyenne, c'est-à-dire que le peuple puisse proposer ou abroger des lois. Bon, voilà, c'est tout ça qu'on va proposer au peuple français. D'autres proposeront, je n'arrive même pas à imaginer ce qu'ils pourront proposer, mais ils proposeront plein d'autres choses, j'en sais rien. Ensuite, donc, il y aura les différents bulletins de vote avec les listes, sachant qu'aucun parlementaire présent ou passé ne pourra participer à la constituante. Parce que sinon, vous faites des règles pour vous-même, quoi. Donc ça, c'est pas possible. Il y aura une partie tirée au sort, peut-être, dans l'Assemblée ? Exactement. Et il y aura un dernier bulletin, qui est un bulletin tirage au sort. Et si 10% des gens choisissent ce bulletin tirage au sort, alors 10% de la constituante, ça tirera au sort. Si c'est 50%, ça sera 50%. Si c'est 100%, ça sera 100%. Donc il y aura une partie de la constituante, parce que je suis sûre que des gens prendront le bulletin tirage au sort, qui sera tiré au sort. Voilà. Ensuite, généralement, on s'est calé. Alors, le Chili, ils sont en train de faire une constituante en 9 mois.
Bon, de ce que nous on voit des exemples qui ont déjà été faits, 9 mois, ça me paraît assez court sur plein de choses. Nous, on a plutôt pensé que c'était 1 an et demi, 2 ans. Mais de toute façon, ça sera la constituante elle-même qui décidera de la manière dont elle veut que s'organisent ses travaux. Et avec l'idée que dans chaque commune, il y ait des discussions avec des liens avec cette assemblée constituante et que ça bouillonne un peu partout dans le pays. Parce que finalement, c'est ça, c'est redéfinir nos règles communes. La constituante c'est le grand débat permanent, finalement. Mais nous, on veut la République de la souveraineté populaire permanente, exactement. Et donc ensuite, à la fin de ces travaux, la constituante aura proposé donc une nouvelle constitution que nous soumettrons à référendum. Si le référendum gagne, alors on a une nouvelle constitution et donc on part pour autre chose, la 6e République, avec, je l'espère, un poids du président de la République et de l'exécutif qui ne sera pas du tout le même. Et s'il perd, la constituante reprend ses travaux et repropose quelque chose au peuple. Voilà comment nous, on envisage cette affaire-là. Un nouveau référendum... Sacha ? Oui, vous parliez tout à l'heure, vous disiez que vous aviez envoyé une lettre aux écolos et aux communistes. Vous n'avez pas l'air d'avoir la même notion de la laïcité, notamment avec Fabien Roussel qui vous l'a reproché. Comment vous comptez vous mettre d'accord là-dessus ? En fait, y compris, alors sur la laïcité, peut-être l'avez-vous entendu sur le nucléaire aussi. Il y a plein de choses sur lesquelles il y a un certain nombre de points. Est-ce qu'ils sont indépassables, ces points ? Est-ce qu'ils sont indépassables ? On va dire que quand on regarde à l'Assemblée nationale, on a quand même assez souvent voté avec le groupe communiste. Et que par ailleurs, nous avons fait 2 présidentielles avec les communistes. Donc je pense que ce qui crée la déchirure la plus forte, y compris les militants sur le terrain, c'est cette cassure avec les communistes. Donc moi, je pense que sur des grands points, évidemment qu'on peut se retrouver. Alors, je ne dis pas qu'on sera d'accord sur tout, et y compris, je pense que il y a y compris des points qui sont mis en avant pour justifier une candidature différente, mais je pense que sur des grands points, sur la question des services publics, sur la question de la retraite à 60 ans, sur des points qui sont quand même essentiels pour le pays, on peut trouver des points d'accord qui nous permettent de créer une majorité présidentielle à l'Assemblée nationale. Sur des questions de société aussi, pas mal. Sur des questions de société et sur une question qu'on a abordée dans la première partie de l'émission et que j'aimerais bien aborder avec vous, on a parlé des événements en Corse. On est à la 2e semaine de violence, notamment à Ajaccio et un peu partout sur l'île, avec des revendications, avec beaucoup de jeunes dans ces manifestations, avec des revendications autour de l'autonomie de la Corse. Comment se positionne la France insoumise sur la question de l'autonomie du territoire corse ? Vous avez la réputation, Jean-Luc Mélenchon a la réputation d'être un vieux jacobin quand même. C'est quand même Robespierre à toutes les sauces, etc. Une certaine vision de l'unité de la France, de la Révolution, etc. Vous avez évolué là-dessus ? Oui, d'ailleurs Jean-Luc Mélenchon le dit directement. Déjà parce que nous sommes... le camp de ceux qui écoutons ce que dit le peuple dans les urnes et que nous avons vu que les 4 députés corses sur les 4, 3 sont autonomistes. Donc je pense qu'on doit écouter ce qui sort des urnes et que ce qui se passe actuellement, déjà, je dois le dire, est quand même... terrible parce que la levée du statut de DPS, donc qui empêchait les 3 prisonniers corses d'être rapprochés de la Corse, ce qui est un droit familial qu'on doit reconnaître à tous les prisonniers, n'a pas été levé alors qu'on l'avait demandé avec, d'ailleurs de manière assez transpartisane, y compris avec des gens de la République En Marche. Pour le coup, ça transcende la droite et la semaines gauche, avant, ouais. Et que malheureusement, alors ça a été fait maintenant, c'est heureux, mais je pense que ça aurait pu éviter certaines des choses. Mais oui, Jean-Luc Mélenchon a dit qu'il avait évolué sur cette question-là, et d'ailleurs il en a parlé lorsque nous étions aux Antilles. Déjà, je dois dire que la solution ne peut jamais être la répression, parce que particulièrement en Guadeloupe, moi j'ai été très choquée de voir que lorsque les gens demandaient une vie digne, le droit à l'eau qui soit respecté, un accès aux soins et à la santé, qu'on leur envoie le GIGN et le RAID, c'est-à-dire des forces spécialisées sur l'antiterrorisme et l'anti-grand banditisme, pour réprimer de manière extrêmement violente la population en Guadeloupe. Donc la force n'est jamais la solution. Et ce qu'a proposé Jean-Luc Mélenchon à ce moment-là, et c'est intéressant parce que d'ailleurs il y avait des discussions entre la Corse et la Martinique sur cette question-là, c'est de dire nous rouvrirons les discussions sur l'autonomie. Mais c'est pas juste l'autonomie pour dire l'autonomie, c'est aussi sur comment est-ce qu'on peut faire France ensemble. Et je crois que c'est ça qui est intéressant et qui garde quand même le fil de ce que disait Jean-Luc Mélenchon. Mais évidemment, on ne peut pas considérer que ce qui se passe en Corse n'existe pas, et on ne peut pas considérer que les votes successifs qui ont eu lieu n'ont aucune légitimité. Donc nous avons compris ça. Est-ce que vous saluez la position du gouvernement qui, en Guadeloupe comme en Corse, semble ouvert à une discussion ? On aurait pu les attendre un peu plus chevènementistes, il se trouve. C'est un peu gauche 82 ce qu'ils sont en train de faire là, les macronistes, justement sur ce sujet-là. On pourrait même imaginer que vous soyez d'accord un jour sur un statut d'autonomie de la Corse ? Non, mais en fait, le problème, c'est que par exemple... Je suis vraiment triste que le Parlement soit pas en session, parce que ce débat
débat, il devrait avoir lieu à l'Assemblée nationale. Je sais qu'on va être d'accord, vous et moi. Non, mais bon, quand le Parlement n'est pas session, il y a toujours backseat, c'est ça qui est cool. Donc, allez-y, Madame la Présidente. Non, mais c'est vrai. Non, c'est vrai que ça sera un beau débat à l'Assemblée nationale. Non, mais en fait, le problème de La République En Marche, c'est qu'ils posent toujours cette question-là. Alors déjà, ils ont été au pouvoir pendant 5 ans, il faut quand même pas l'oublier, et qu'ils posent toujours cette question-là quand il y a des colères extrêmement fortes qui s'expriment. Et franchement, poser la question de l'autonomie. Je vais parler pour la Guadeloupe, sur lequel j'ai quand même beaucoup travaillé. Enfin, en Guadeloupe, je le redis juste pour celles et ceux qui ne connaissent pas, mais en Guadeloupe, quand vous avez des enfants qui ratent jusqu'à 1 mois et demi de cours par an parce qu'il n'y a pas d'eau à l'école, vous avez des femmes qui restent avec des nourrissons pendant 3 semaines sans eau. J'ai même vu des gens qui n'avaient pas d'eau depuis 6 ans. En pleine pandémie, quand même, c'est vraiment assez incroyable, d'autant plus qu'ils refusent tout ce qui est distribution de bouteilles d'eau, des choses qui permettraient aux gens de retrouver une dignité. Et alors là, on a la goutte en trop, qui est la suspension des soignants. Mais parce que ça voulait dire, il faut imaginer pour la Guadeloupe et la Martinique, ça voulait dire que parfois on perdait jusqu'à 40% des soignants. Dans des endroits où un professeur de Tours a été aidé pendant un médecin de Tours a été aidé pendant la première vague, il parlait de maltraitance sanitaire tellement on a sous-investi dans l'hôpital public. Donc, en fait, parler d'autonomie au moment où on n'a pas respecté le droit à l'eau, où on n'a pas respecté la loi sur le sucre qui fait qu'il y a un fléau d'obésité, qui sont les facteurs de comorbidité du Covid, ou au moment où il n'y a pas les moyens de soigner correctement les gens. Les gens qui avaient le Covid en Guadeloupe, ils appelaient et on leur disait prenez du Doliprane et restez chez vous. Bien sûr que c'est une question de moyens. Bien sûr que c'est une question de moyens. Donc c'est pas une question de statut. Mais l'autonomie, qu'est-ce que ça change à ça s'ils deviennent auto... Vous voyez ce que je veux dire, Non, mais du coup, la question, c'est que si La République En Marche ouvre la question du statut au moment où les gens réclament de la dignité, c'est pas correct en fait. C'est pas correct. Ouais, donc la question c'est comment est-ce que déjà on met les moyens pour assurer la vie digne des gens et on ouvre ce truc-là, mais ce débat-là qui est un débat important, mais dans des conditions où c'est pas la population qui met tout à feu et à sang parce qu'on les a méprisés pendant des années et des années et que toutes les alertes qui ont été portées avec des pétitions, des manifestations, des audiences auprès des uns et des autres n'ont jamais rien donné. Donc ça va pas de poser ça dans des moments où il y a des grosses colères comme c'est passé. Et Jules, vous parliez justement du fait que le Parlement n'était pas en session en ce moment. J'ai lu dans le Canard enchaîné d'hier qu'apparemment Macron envisagerait d'avancer la date des élections législatives en pratiquant la dissolution de l'Assemblée nationale s'il était réélu. On dissout direct, comme ça avancerait de 2 semaines apparemment le scrutin, ce qui permettrait d'avoir une assemblée plus vite pour gouverner. C'est bien, c'est pas bien, c'est une arnaque. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ? En fait, Emmanuel Macron compte toujours sur le fait qu'il y ait le moins de débats démocratiques possible. Et donc, il compte sur le fait que s'il est réélu, ce dont je ne suis pas sûr, parce qu'y compris, je dis juste un petit point sur les sondages, lorsqu'ils l'ont fait monter à 30, 35%, même certains des sondages, rappelez-vous toujours que c'est les gens qui, quand on les appelle au téléphone, on leur dit sur 0 à 10, à quel point êtes-vous sûr d'aller voter ? Quand vous dites 10, votre vote, il est pris en plein. Quand vous dites 5, quand vous dites 6, quand vous dites 7, alors vous avez des votes pondérés. Donc, on le sait, les riches sont très sûrs d'aller voter et je ne suis pas sûre que M. Emmanuel Macron devrait être aussi sûr de lui. Mais je reviens sur la question. Non, mais c'est intéressant quand même parce que c'est important. Mais donc, il est très sûr d'être élu, Emmanuel Macron. Oui, parce que sinon, il y avait 2 mois entre les 2 scrutins. Ce qu'il veut, c'est réduire le temps de campagne législative pour que dans l'élan de la présidentielle, mais c'est le problème d'avoir fait une inversion de calendrier, que dans l'élan de la présidentielle, il retrouve une majorité absolue comme il a eu au début du quinquennat. Donc c'est quelque chose pour servir ses intérêts. Bon, après, je crois qu'il y a beaucoup de députés La République En Marche qui soit ont brillé par leur absence, soit ont brillé par leur manque d'intervention ou les votes qu'ils ont menés, parfois en cadence sur des choses qui ont fortement déplu. Le fait de refuser de déconjugaliser l'allocation à adultes handicapés en est une. Le fait de refuser au départ le congé pour deuil pour enfants, plein de choses qui, je pense, ont choqué. Et donc, ils pensent que ces candidats vont passer plus facilement si le temps de campagne est plus court. Alors, des charges, je trouve, moi, en tout cas, que les députés de La République En Marche sont quand même arrivés à s'autonomiser par rapport au gouvernement. Et ils ont quand même voté, typiquement, la PPR de Clémentine Autain sur l'endométriose. Il y a quand même des luttes que vous avez portées ensemble. C'est pas inintéressant. On a 2 textes qui sont passés en 5 ans. Non, mais en vrai, on a 2 textes qui sont passés en 5 ans. Avec la députée de La République En Marche qui a porté le discours, qui a dit au ministre derrière, je le sais parce que j'étais juste à côté et que je l'ai entendu, je suis désolée, on ne pouvait pas faire autrement parce que sinon ça passait mal. Et surtout, un vote unanime de l'Assemblée nationale, donc pour reconnaître l'endométriose, je réexplique, comme maladie longue durée, et une stratégie endométriose qui est portée par le gouvernement à ce moment-là, qui ne reconnaît pas
l'endométriose, ce que demandent toutes les associations sur cette question, comme une maladie longue durée. Donc en fait, ok, ils ont voté pour, mais à la fin, ils respectent pas, même pas ce que propose le Parlement. Donc finalement, non, moi je suis désolée, les députés se sont très peu autonomisés justement de ce qui s'est passé et ont même accepté des choses. Franchement, moi quand j'explique le fonctionnement de l'Assemblée nationale, moi en étant néo-député, en arrivant, en comprenant que lorsque par miracle, mais vraiment par miracle, on arrive à gagner un vote et que directement après, généralement à 2h, 3h ou 4h du matin, quand il y a plus grand monde, eh bien on vous fait faire ce qu'on appelle un second vote, c'est-à-dire comme ça on dit aux députés La République En Marche, vous avez mal voté la première fois, votez différemment la seconde fois, oui, parce que le gouvernement n'est pas d'accord. Ouais, vous feriez pareil si vous étiez majoritaire. Tu parlais de la dynamique de groupe. Franchement, le congé pour deuil pour enfants, honnêtement, ils auraient pu avoir un tout petit peu de confiance et faire en sorte de ne pas voter comme le gouvernement le leur disait. Ce que je veux dire, c'est que j'entends beaucoup d'arguments contre le groupe majoritaire La République En Marche et ses alliés à l'Assemblée nationale depuis le début de ce quinquennat, que je comprends. Il y a un peu d'histoire constitutionnelle quand même dans ce pays, et une majorité se comporte toujours comme une majorité. Oui, si vous arrivez au pouvoir et qu'il y a une majorité de députés La République En Marche, la France Insoumise, de fait, pardon, du coup... Ça fait 2 fois que vous confondez Mélenchon et Macron. Mais c'est la même lettre, au début c'est compliqué. Non mais vous voyez ce que je veux dire, c'est ça un groupe majoritaire. Si vous arrivez au pouvoir, aux responsabilités comme on dit, vous aussi, vous participerez à ces petits jeux. Le gouvernement et la majorité feront des 2 secondes délibération à 2h du mat, mais si vous le ferez, bien sûr. Oui, tu disais tout à l'heure que vous mettiez d'accord sur les votes, plus ou moins, enfin vous discutiez, mais que finalement vous aviez... Oui, mais nous, ensemble, juste, moi, je peux vous mettre ma main à couper, que lorsque vous aurez une majorité insoumise ou Union populaire, que s'il y a des gens qui ne sont pas d'accord... il y aura des frondeurs, ça c'est sûr. Oui, mais, je veux dire à La République En Marche, pourquoi est-ce que... En fait, ces gens-là ne comprennent pas le rapport de force. Je veux dire, il n'y a pas que La République En Marche dans le groupe majoritaire, dans les groupes majoritaires qui soutiennent le gouvernement. Franchement, qu'est-ce qu'ils ont fait à chaque fois que quelqu'un votait pas de la manière dont ils voulaient? Ils ont exclu les gens du groupe de La République En Marche. Oui, mais s'il y avait un certain nombre de gens qui avaient dit, par exemple sur la loi asile-immigration, qui a fait quand même grincer les dents, qui permet maintenant tranquillement qu'on enferme 90 jours des enfants dans des centres de rétention qui n'ont jamais rien fait, mais par contre, c'est un plaisir, on leur mettra, comme nous avait dit le ministre, des jeux pour enfants dans des centres de rétention administrative. Eh bien, s'ils avaient dit, écoutez, on part tous, par exemple, à l'UDI, ou au moins, là, on a la liberté de vote, je vous assure que ça ne serait pas passé exactement pareil, en fait. Donc, principe de discipline de groupe, je comprends. Non, en fait, c'est pas comme dans toutes les majorités. Honnêtement, moi, j'ai parlé avec beaucoup de parlementaires, y compris qui parfois sont là depuis longtemps. C'est vrai qu'au PS, c'était pas... Vous avez Jean-Luc Mélenchon, par exemple. Non, mais ils disent qu'ils n'ont jamais vu une Assemblée nationale qui a été aussi piétinée que pendant ce quinquennat. Et honnêtement, le Conseil de défense, à un moment, ça devrait tous nous interroger. Parce que le Conseil des ministres, il n'existait plus pendant le Covid. Ça n'existait plus. On arrive dans la dernière phase. On a enfin le programme d'Emmanuel Macron. Donc j'imagine que là, ça va être feu nourri sur ce programme de casse sociale. Enfin, je vois tout à fait l'argumentaire. Voilà, il coule tout seul. Oui. Moi, je l'ai aussi. C'est plus facile. Mais il y a des choses qui vous ont surpris dans ce programme, y compris Est-ce qu'il est pire que ce à quoi vous vous attendiez, ce programme-là à venir ? Franchement, par exemple... avoir un système de casse des services publics et de privatisation qui continue sur la question de la santé, qui continue sur l'éducation supérieure. Je ne m'attendais pas à ce point-là à ce qu'il continue comme ça. Le RSA, franchement, toucher 500 € par mois où on doit travailler de 15 à 20 heures par semaine. Voilà, donc c'est pire que ce à quoi vous attendiez ? C'est à l'image d'Emmanuel Macron. C'est un travail de continuation, le dit lui-même. Il le dit lui-même, c'est la poursuite de mon mandat précédent. Il n'y a pas de rupture. Enfin, il n'y a pas de rupture dans... on va dire qu'il y a des choses qu'il a été empêché de faire dans son mandat. Notamment parce que la retraite, mais aussi les institutions dont il a dit, c'est parce que je n'avais pas de majorité. Non, c'est parce qu'il y a eu l'affaire Benalla, il faut quand même le rappeler, ou qu'ils viennent me chercher, on est les seuls responsables. C'est ce qu'on va faire dans cette élection présidentielle, d'ailleurs. On va venir le chercher. Mais non, mais moi, je me dis juste que, en fait, ça permet aussi, dans cette élection présidentielle, lorsque Jean-Luc Mélenchon dit c'est un référendum retraite à 60 ans ou retraite à 65 ans, en fait, c'est ça l'enjeu de cette élection présidentielle. Donc ça nous permet de mettre les enjeux en fait qu'il y a derrière. Donc oui, on va reprendre tout ça et puis y compris ressoulever tous les mensonges. On avait déjà vu dans sa lettre, quoi. Mais franchement, quand il nous dit qu'il a investi dans l'hôpital public, quand il a enlevé 4 milliards d'euros dans les budgets de l'hôpital sur 5 ans, qu'il a fermé 17 900 lits. Bon, quand il nous dit que sa priorité, c'est la question de l'école inclusive, ici, on est dans le Val-de-Marne. Dans le Val-de-Marne, il y a, depuis le mois de janvier,
les AESH, les accompagnantes d'élèves en situation de handicap, qui sont en grève parce qu'elles touchent 730 € par mois pour faire un travail quand même pourtant essentiel, et que là on leur dit oui mais on va vous mutualiser donc dans les PIAL entre 15 établissements différents, donc où elles vont devoir bouger de partout, faire une 22e heure payée 0 €. Emmanuel Macron a proposé il y a quelques heures de les passer à 35 heures et de revaloriser leur salaire. Il faut les passer en tant que fonctionnaires, il faut augmenter leur salaire. Enfin, vraiment, c'est juste qu'Emmanuel Macron a l'air de répondre à ça. Oui, mais Emmanuel Macron est président de la République et ça fait 3 mois que ces femmes sont en grève. Et quand vous avez 730 € par mois, être en grève depuis 3 mois, c'est quand même particulièrement indigne d'avoir aucune réponse derrière. Merci Mathilde Panot d'avoir accepté notre invitation. Bon courage pour ces dernières semaines de campagne. Merci beaucoup. C'est la fin du coup de cette interview politique. On se retrouve dans quelques secondes après une toute petite pause pour débriefer cette émission. À tout de suite.